on the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be... Nous sommes prêts, vous êtes prêts aussi. Donc merci pour votre présence en cette dernière séance dédiée, vous l'avez compris, à l'atelier, à la cuisine décomplexée. Donc on va le voir, et ça va être l'intérêt peut-être aussi de cet atelier, c'est de voir que cette notion de cuisine décomplexée est une notion évidemment diffuse, qui recouvre beaucoup de réalités, et on va voir évidemment le sens que l'on peut donner à cette cuisine décomplexée. Pour introduire, et avant de vous présenter évidemment les participants à cette séance, je voulais vous lire une approche d'un éditeur qui lui s'inscrit, à mon sens, résolument dans le cadre de la cuisine décomplexée. Je vous lis son accroche, son teasing en quelque sorte, pour nous mettre en appétit par rapport à ses éditions. Votre maman, en 68 ans, a zappé la cuisine. Vous êtes abonné au coquillet de jambon pour vos chères têtes blondes. Vous êtes un papa poule en garde alternée. L'amour de votre vie s'est envolé pour les Maldives avec une blondasse. Les éditions Tana vous proposent cette sympathique collection pour remédier avec humour et gourmandise à tous ces mots. Petit format, jolies photos, recettes faciles. Participez à cette édition, précipitez-vous pour découvrir entre autres, et je vous ai mis les titres, Chérie tapé du bide, Goûte ça et épouse-moi, Petit délice à grignoter du bout des doigts sans en faire tout un plat, le livre de cuisine pour les filles qui n'ont pas appris grand-chose, Comment oublier son ex d'un bon coup de fourchette, et dont le sous-titre est Recette solo pour intermittent du célibat. Voilà, donc je pense que lorsqu'on voit un peu le programme de cet éditeur, de cette collection notamment, qui s'appelle Grincel, alors chacun juge, ce qui est intéressant pour nous, c'est évidemment le ton qui est donné. Je pensais qu'avec cette mise en exergue de cette approche qui était faite par l'éditeur, on voyait tout de suite le ton qui a été donné par rapport à la cuisine décomplexée, et on voit tout de suite aussi que dès que l'on évoque la cuisine décomplexée, eh bien, il est question évidemment de cuisine, d'alimentation, de plats, mais plus encore de mise en scène de rôle, de situation. On parle de mari, d'ex, de mère, de fille, et donc on est tout dans une scénarisation, une théâtralisation des situations sociales, et on voit, parce que par exemple quand vous dites la cuisine, bon je prends le dernier titre, recette pour intermittent du célibat, il est évident qu'établir la connexion scientifique ou technique entre le célibat et les intermittents du célibat et une typologie de la cuisine, évidemment ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans des choix techniques ou rationnels, on est évidemment dans l'imaginaire. Donc voilà, je pense qu'avec cette approche, le ton est tout de suite donné. Cela dit, il va falloir régler un peu ce qu'on entend par cuisine décomplexée. On a tous évidemment à l'autre sens autour des décomplexés. On se dit si c'est décomplexé, ça n'est pas complexé. Ça supposerait qu'on est quand même passé par des complexes. D'où peuvent venir ces complexes par rapport à la cuisine? Et si c'est décomplexé, quelle forme ça prend? Est-ce que c'est une forme ludique? Est-ce que c'est une forme détachée? La question qui va se poser aussi, c'est est-ce que c'est le signe d'une cuisine dégénérée, qui a oublié ses fondamentaux, qui a quitté le front des arts culinaires, de la cuisine non pas simplement savante, mais de la cuisine respectueuse, du bon goût, du vrai goût, etc. Et donc, est-ce qu'on est sur un mode dégénéré, sur un mode privatif, ou est-ce qu'au contraire, sur un mode plus amélioratif et laudatif, on serait sur une cuisine qui enfin a pris ses distances, a trouvé la bonne distance au rôle, et sur un mode décomplexé, ludique, détaché, finalement, aurait trouvé la bonne posture à l'égard de la cuisine, sans ennuyer personne, dans un jugement libre, spontané, improvisé. Donc tout ça, on va essayer d'en parler ensemble, et évidemment, on fera appel à vous pour voir vos réactions et voir votre sentiment à l'égard de toutes ces questions. Bien, alors maintenant, la présentation de nos invités. Donc je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Jacques Gouteau, je dirige un laboratoire à Dijon dédié au sens, qui s'appelle 3S, sensoriel, sensible et symbolique. Mon domaine, c'est la communication, je suis professeur d'université en communication, et là vous allez voir que cette table ronde est fortement marquée, connotée, orientée par la communication. Puisque nous aurons à côté de moi Karine Berthelot-Guillet, qui est professeur d'université en communication aussi, bientôt responsable, on peut le dire, je crois, publiquement, du CELSA, qui est l'Institut des hautes études de communication à la Sorbonne,
spécialiste des marques, qui a longtemps dirigé le département marketing, mais tu peux dire 2 mots avant que je dise des bêtises. Tu as dit l'essentiel, hein, donc je travaille beaucoup sur la question de la publicité et de ses discours, et forcément la question évidemment de l'alimentaire croise beaucoup les marques, la publicité et les discours. Merci. Gabriel Gauthier, directeur de l'agence de communication Jésus. Alors là, c'est un petit peu cursif de le dire comme ça, directeur de la communication Jésus. Alors Jésus, le nom, le programme, vaste programme, mais enfin, on s'interdit tous les jeux de mots possibles là-dessus. Hein. Donc plutôt le contenu. Restons aussi décomplexés par rapport à la communication. Je suis en effet le président et fondateur d'une agence de publicité, donc il a choisi comme nom Jésus. Je pense faire remarquer aussi par rapport à la valeur symbolique qui symbolise le domaine auquel on s'est dédié. C'est la première agence de publicité 100% dédiée à la communication alimentaire. On évoquera peut-être plus tard, c'est une agence qui n'a que 2 ans d'existence. Voilà, une nouvelle agence. Alors, on vous avait repéré aussi, il faut le dire avec Kélian, parce que vous parlez carrément de bouffe. Hein. L'agence, normalement, donc vous désacralisez la nourriture, l'alimentation, les plats, la cuisine. Et donc, c'est une forme à la fois verbale, et puis on a vu aussi détachée par rapport à ça. Donc, ce qui va être intéressant, je pense, dans cette table ronde, c'est aussi la prise de distance à travers cette notion de décomplexer. Et puis, nous terminons avec Franck Pinet-Rabaoust, qui est journaliste, mais il n'a pas seulement cette casquette, je vous laisse aussi vous présenter au public. Moi, j'ai plus de casquette, mais on va dire en tout cas journaliste et rédacteur en chef d'un site d'information qui s'appelle Tabula, qui est un site de décryptage de la gastronomie. Ça semble rapide. Bien, j'espère que. Alors on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la connotation communication est très marquée à travers. Donc c'est pour vous donner un angle. On aurait pu aborder la cuisine décomplexée avec une dimension plus anthropologique, plus sociologique. Évidemment, ce sont des attendus dans notre tableau. Difficile d'évoquer cette notion-là en faisant abstraction de tout ce qui émerge au niveau de la vie sociale, de la vie quotidienne, de l'imaginaire social. Mais je vais poser la même question à tous nos intervenants, leur demander déjà, eux, comment ils se représentent justement cette sphère, ce champ de la cuisine décomplexée, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Alors, on commence, Karine, Alors, forcément, moi je suis quelqu'un qui travaille sur la langue au départ, hein, donc j'ai pris cette notion de cuisine décomplexée en me disant, voilà, si elle est décomplexée, ça suppose qu'elle a été auparavant complexée. Donc je me suis demandé de quel ordre pouvait être ce complexe, et c'est vrai que si on regarde la cuisine, on peut dire que le complexe a pu être lié à des régulations, justement des régulations assez fortes, des façons de faire. Peut-être l'idée que d'un côté il y avait la cuisine qu'on faisait chez soi, qu'on ne faisait pas, et puis la cuisine des restaurants des chefs avec une sorte d'incompatibilité de réunir les deux, etc. L'idée que pour bien faire la cuisine, il fallait certains ingrédients, certains savoir-faire, certaines pratiques. Voilà, donc le décomplexé, par exemple, tu le vois plutôt dans la manière d'être, tu le vois plutôt parce qu'en fait, tu le vois plutôt dans l'assiette ou dans la façon. On y reviendra évidemment, c'est juste le mode d'entrée. Voilà. Je le vois à la fois dans les façons de faire, c'est-à-dire que du coup, beaucoup plus de gens vont se mettre à faire la cuisine parce que peut-être ils ressentent qu'il y a plus de facilité. Je le vois aussi dans ce qu'il y a dans les assiettes. Par exemple, les décomplexé, c'est que les hommes s'y mettent ou. Entre autres, pas seulement. Ça aussi l'idée qu'on va pouvoir peut-être prétendre faire des recettes compliquées alors qu'auparavant on n'aurait pas osé y toucher. Par exemple, je vois avec la vague à l'heure actuelle de la pâtisserie, quand même avec des recettes assez complexes justement. Et là il y a le fait de se dire je peux essayer de le faire ou je vais essayer de m'y mettre. Et puis il y a aussi dans ce qu'on a dans l'assiette le fait que notamment même les marques prétendent qu'elles peuvent participer au fait de nous apprendre à utiliser leurs produits pour en faire des recettes de cuisine. Je pense à tout ce qui se passe à l'heure actuelle au rayon livre, des librairies où on voit beaucoup de marques qui sont à l'origine de livres de recettes, par exemple. Donc ça, c'est avant, une marque n'était pas censée a priori être à même ou habilitée à nous donner des conseils culinaires. Et puis il y a aussi dans ce qu'on trouve
retrouve dans l'assiette avec une famille où on va pouvoir avoir un début de repas plutôt français, un plat principal plutôt d'origine étrangère, et puis revenir à une espèce de buffet pour les desserts, etc. Par exemple, on n'est plus condamné à un modèle. Voilà, on n'est plus condamné à un modèle, et puis, alors on voit bien dans l'offre de restaurants qui se trouve aussi beaucoup chez les particuliers, par exemple la mode du café gourmand. Il est dans cette idée que, non, on n'est pas obligé de choisir, on peut vouloir de tout en petite quantité, etc. Merci. Je t'arrête un peu parce qu'on a plus l'habitude de faire court COURS que court COURT, mais donc puis on y reviendra de toute façon. Donc je vois que Gabriel est très chaud aussi pour prendre le relais. Voilà. Donc alors simplement, on n'entre pas évidemment tout de suite dans le débat, simplement puisqu'il est complexé, premières évocations, premières images qui nous viennent à l'esprit, c'est tout. Après, c'est difficile de parler de ce sujet. En fait, je ne pense pas que ce soit la cuisine. Parce que la cuisine reste complexe, la cuisine reste sacrée. C'est ça le paradoxe qui est intéressant. Par contre, ce qui s'est décomplexé, c'est notre rapport à la cuisine. Et pour faire court, il y a deux grandes choses dans cette dernière génération qui sont arrivées. Déjà, c'est le blog qui a remplacé le livre. Le livre de cuisine était sacré. Le blog change tous les jours. D'autres ici en parleront mieux que moi. Et l'autre chose, c'est qu'on est passé du grand restaurant au petit restaurant. Et on pourrait parler de l'apport qui a été quelque chose comme le foodie, par exemple, par son blog, son guide, etc., qui a annoncé ce qui est arrivé, c'est-à-dire on est passé des chefs ad hoc aux chefs tatoués qui ont fait une cuisine excellentissime, sans passer par les étoiles Michelin, etc. Et de la même façon, on est passé du livre de cuisine, donc qui était pareil pour longtemps, au blog, qui a permis à chacun d'avoir un rapport direct, immédiat au grand art de la cuisine, de la même façon que les gens qui font de la musique électro communiquent directement avec leur public, donc plus besoin de passer des gens. Et ça, c'est vraiment important, c'est plus un rapport de pouvoir à la cuisine finalement, que la cuisine en elle-même qui se serait décomplexée. Elle reste complexe, elle reste sacrée, et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de rapport simple à la cuisine, on ne mange pas tout seul, on mange avec les autres. Ce qui se passe quand on mange est plus important que ce qu'on mange. On voit bien suivant les cultures, les rites, les régions. Et Franck, premier sentiment, premières images. Le premier sentiment, c'est que je n'ai pas compris l'intitulé du débat en fait. C'est le discours culinaire de cuisine décomplexée. En fait, je pensais que c'était le discours qui était décomplexé, pas la cuisine. Et donc, du coup, je me suis dit, alors c'est quoi le discours culinaire de cuisine décomplexée? Donc, comment aujourd'hui on parle de la cuisine qui finalement est très différente, est multiple. Donc, du coup, voilà, moi je vais plutôt poser la question des acteurs de ceux qui parlent aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement il y a les journalistes, mais il y a également les blogueurs. Et en fait, tout le monde parle de la cuisine. En France, on est dans un pays où tout le monde est gastronome, où tout le monde peut en parler, où tout le monde se croit légitime pour parler de cuisine. Et donc, du coup, pour moi, c'est plus ça finalement qui est intéressant, c'est la multiplicité des acteurs qui aujourd'hui parlent de cuisine et qui se sentent légitimes à faire des recettes dans des livres, avec en plus des recettes qui ne sont souvent pas les bonnes, puisque surtout chez les pâtissiers, on ne donne jamais les bons dosages, donc en plus c'est une complexité absolument incroyable. Et deuxième chose, et après donc, on rebondira, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui l'évolution des livres, donc des livres de chefs, où on voit que le particulier a envie de faire des recettes très compliquées, et le chef, lui, maintenant, il fait des livres de hamburger. Le hamburger, comme aurait dit notre ami de Big Fernand. Donc, ce qui est intéressant de cette évolution-là, c'est que finalement les chefs, eux, revendiquent aujourd'hui une cuisine de plus en plus simple, et le particulier, lui, a envie finalement de s'identifier un peu en décalage avec un autre discours qui est presque un discours classique de la grande recette. Oui, alors c'est vrai qu'on a une topique autour du discours aujourd'hui sur cette ligne décomplexée, mais évidemment on ne peut pas déconnecter le discours et les évolutions sociales. Alors, évidemment, pour le point de départ, c'est de situer le décomplexé, tu l'as fait Karine, par rapport à une dimension un peu complexe et complexée. On ne va pas entrer dans le jeu du signifiant, mais évidemment ça résonne dès qu'on évoque cette question-là. Cuisine complexe, c'est ce qui a été dit. Cuisine complexée, on sait qu'il y a un principe aussi d'intimidation dans la cuisine. D'ailleurs, les premiers mots qui nous viennent en tête dès qu'on parle de cuisine, ça va être les arts culinaires.
ça va être la technique qui est autour, d'en parler comme science, même un mot comme culture, en disant culture culinaire, peut avoir des effets d'intimidation. Et puis on sait qu'il y a une très grande vague ces derniers temps autour de l'artification du culinaire, et que tout ça, ça rejoint, dès qu'on en a parlé, des deux grandes tendances marquantes de l'évolution du goût, qui était à la fois la démocratisation du goût, et ça rejoint ce que tu dis, sur le fait que dans la démocratisation du goût, chacun se donne un certain niveau d'expertise et se donne une voix au chapitre, et puis sans doute un phénomène peut-être plus ample encore, qui serait celui de l'esthétisation du quotidien, et que cette esthétisation du quotidien, on l'a voulu autour de principes d'esthétisation classique au départ, donner une belle forme, donner un beau contour, et qu'aujourd'hui, justement, on a pris un peu de distance. Alors la question qui va se poser, est-ce que c'est un moment de maturité, je dirais, par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est laissé embarquer dans la cuisine art, technique, alors il fallait bien faire ses gestes, bien faire ses codes, bien faire ses marques, et puis qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où les gens se disent, bon, finalement, faire ses gammes, bien faire sa grammaire, bien remplir sa syntaxe culinaire, c'est gentil, mais prenons de la distance. Donc du coup, est-ce que ce sera un moment de maturation, ou est-ce qu'à l'inverse, on serait plutôt dans un moment où ça dégénère, c'est-à-dire que décomplexé, ça veut dire que tout le monde s'en fout, on ne respecte plus rien. Vous seriez de quel côté du verre plein ou du verre vide? Alors moi j'aurais une position un tout petit peu moins tranchée, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que il y a eu une sorte de mouvement dans un sens, mais aujourd'hui on voit de nouvelles légitimités qui se font. Par exemple, tout à l'heure on parlait des blogs, des blogueurs, de tout un chacun qui s'estime apte à donner un avis, etc. On s'aperçoit que quand tout le monde donne un avis sur tout, finalement, effectivement, il y a beaucoup de recettes sur les blogs, sauf que quand on veut une recette, on se retrouve face à 70 recettes de crêpes, par exemple, et comment choisir? Et donc là, soit on prend la première, soit on prend les étoiles, etc. Donc ça devient aussi long que d'aller chercher un livre de recettes, que de trouver la recette qu'on va finalement faire sur ce blog où, oui, il y en a beaucoup, mais il y en a trop, et comment choisir? Et là, on voit que du coup, les phénomènes de légitimation se remettent en place. C'est-à-dire que ceux qui sont... Alors par exemple, il y a un blog comme Armito qui a pris le parti de sortir une publication en librairie, je crois que c'est mensuel, donc chez les marchands de journaux, et on voit finalement donc ils reviennent dans la grande tradition du magazine culinaire, etc. Je l'ai acheté hier là-dessus, il est même fatigant de normalité ce magazine, pour quelque chose qui émane de la bouillonnement comme les blogs. Et de la même façon, on voit des blogueurs ou blogueuses un peu influents qui cherchent la légitimation, par exemple, de la télévision. Je pense à Mercotte avec l'émission sur les pâtissiers, où là, de la même façon, elle est à côté de Cyril Lignac, ça lui constitue en soi une sorte d'avènement. Et puis de la même façon, on voit que des blogueurs, des sites comme ça, vont vers l'édition, et l'édition, d'une certaine manière, est une méthode, un mode de légitimation des recettes, des discours, etc. Donc on voit là, on est dans une phase où après cette dissémination en apparence un petit peu dans tous les sens, les gens recherchent de nouvelles légitimations, donc je pense que voilà, ça va se passer un petit peu un moment, puis après ça repartira parce que c'est des circulations, donc c'est forcément quelque chose qui va redonner de nouveau beaucoup d'éléments, et puis ensuite ça se relégitimera, et ça va évoluer petit à petit de cette façon-là. Mais quand on voit finalement, une fois que la mousse se retombe un petit peu, il n'y a pas tant de changements que ça, et souvent ça rentre assez vite dans le rang. Oui, je crois qu'il n'y a pas de réponse définitive sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, on est dans un domaine où il y a des flux parallèles et contradictoires. C'est ça qui a toujours été bien. Enfin, on se rappelle, il y a 25 ans, les débats entre la nouvelle cuisine et la cuisine traditionnelle. Bon, il y a le fait Internet qui est passé par là, où effectivement il y a une démocratisation de la prise de parole qui est extrêmement salutaire. Et on est en France, la cuisine est un débat primordial. Donc on s'en réjouira, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des tendances contradictoires. Je pense effectivement qu'on est arrivé à une sorte d'asymptote de la prise de pouvoir par une nouvelle génération qui va se cristalliser avec un nouvel académisme qui lui-même sera contredit à nouveau par quelque chose qu'on ne connaît pas encore, dont tu connais peut-être déjà les premiers signaux faibles. Et c'est ça qui est passionnant. On est quand même dans un pays
où la bouffe fait débat, peut-être avec le Japon et bien sûr l'Italie. Voilà. Donc ce débat, ce qui est intéressant, c'est de l'observer. D'en dégager un dogme et des tendances, au fond, c'est aussi peu important que dans la mode. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait foi. Par contre, ce qui est passionnant, c'est de regarder et de vivre à l'intérieur. On n'a pas un rapport, comment dire, froid à la bouffe comme aux États-Unis. On ne s'alimente pas. Il y a quelque chose de bien plus profond, éminemment culturel, complexe et sacré, qui n'est pas fini de s'arrêter. Par rapport à l'idée qu'on se fait des États-Unis, elle est quand même assez fausse. Quand on va passer un peu de temps là-bas, on se rend compte que les gens, justement, sont... si on prend notamment, par exemple, des choses très simples comme les séries américaines ou les polars, on constate qu'ils passent leur temps à parler de recettes, à discuter des produits, à faire la cuisine. Ouais, ça mange beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi un petit peu enlever ce stéréotype attaché aux États-Unis. Évidemment, il y a McDo, mais pas seulement. Ouais, moi, ce que je peux ajouter, c'est que je pense que vous avez parlé du fooding, et je pense que pour moi, la première chose, c'est que tout le monde parle tout le monde en parle. On en parle dans le cercle privé, maintenant on en parle dans le cercle public, par le blog et la facilité des moyens de communication. Après, je pense que c'est très. On va tomber dans des phénomènes un peu tribaux. Le fooding est en soi, et je connais bien le fooding, est un peu une tribu. Omnivore, puis on est une, on est encore une. Le Michelin, on a été à sa manière, et aujourd'hui se redéfinit, aujourd'hui d'ailleurs, on va rappeler la dénogueuse par exemple. Et on voit également tous les mouvements de recettes, je pense à Yumiam également, qui lance des nouveaux systèmes de recettes. On est vraiment dans des tribus, et on voit dans l'histoire des Parisiennes, où on est vraiment dans un entre-nous très particulier, pour porter un discours. Le 50 West est aussi une autre famille dans laquelle on se reconnaît, et on en parle entre nous, est-ce que j'avais fait ou pas tel restaurant classé au 50 West. Je pense que la deuxième chose, c'est que le chef, de par son statut de star, de par l'évolution de la gastronomie à la télévision et dans les médias en général, comme il est sorti de ses cuisines, je pense que maintenant il est surtout visible de tous, et notamment des journalistes, qui aujourd'hui, et pour tout dire moi le premier, est en train de désacraliser aussi le chef, c'est-à-dire qu'on est en train de le ramener à son statut à travers ses défauts. Récemment, on a parlé des violences chez les chefs, d'autres magazines ont parlé des addictions, leur addiction au sexe, à la cocaïne, à des choses très difficiles, et je pense que l'image du chef va profondément évoluer dans les prochaines années, parce qu'on va l'attaquer sur un autre prisme, pas uniquement sur la qualité de son restaurant, de sa recette, de son accueil, mais on va également le juger de par sa facette extérieure et sa facette sociale. Et là, je pense que le discours décomplexé, le discours de la cuisine décomplexée va aussi passer par là, et par la sorte de mise en danger du chef. Alors, malgré tout, à travers vos réponses, je n'arrive pas à saisir véritablement si il faut avoir une approche critique de cette décomplexion par rapport à la cuisine, s'il faut s'en féliciter. Bon, prenons par exemple un critère qui peut être intéressant, avant d'aborder la notion de discours elle-même, c'est le contexte socio-économique. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement les difficultés économiques que beaucoup ressentent ne sont pas nouvelles? On va dire par rapport au 19e siècle, les difficultés économiques, elles sont peut-être présentes, mais elles sont relatives. Mais est-ce qu'elles ne jouent pas aussi sur une approche, on va dire, plus éthique, plus rationnelle? C'est-à-dire qu'on prend une distance et se dire, bon, finalement, alors, prenons par rapport aux critères, la distance prise par rapport à la vie domestique. S'enfermer dans une cuisine, préparer les plats, ça n'a plus de sens. Investir un pourcentage exorbitant du capital familial dans la cuisine. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un substrat social, des données économiques et sociales, avant d'être sur le front en quelque sorte esthétique que j'évoquais, c'est-à-dire une esthétique de la cuisine un peu détachée, distante, plaisante, ludique? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi une base, un substrat économique qui fait qu'aujourd'hui on est allé aussi vers une nouvelle forme, soit par contrainte, soit par choix éthique, en disant fini l'aliénation de la cuisine, fini le poids économique que l'on donne à la cuisine et toutes les charges et les contraintes qu'on peut. Est-ce que ça n'aurait pas été aussi une dimension? C'est pour donner simplement à notre table ronde une dimension. Je ne voudrais pas qu'on parle et qu'on soit sur un discours atmosphérique sur on est sur des choix, liberté.
une esthétique, un rapport ludique, alors qu'on est peut-être avec un principe de réalité qui est d'abord économique au cœur de cette vision décomplexée. Alors, moi, je vais parler de ce que les marques proposent, et justement, dans ce que les marques proposent, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que concrètement, la cuisine est entrée dans le cycle de la mode. Et que, alors là, par exemple, au niveau des petits gâteaux, on voit très bien, il y a eu les cupcakes. Alors, pour acheter tout ce qu'il fallait, c'était quand même pas si simple que ça d'un point de vue économique. Maintenant, c'est, je sais pas, les petits gâteaux qui ressemblent à des sucettes, etc. Donc, on voit que les modes se renouvellent très vite, les magazines se font dans ces modes, et les marques proposent et les ingrédients et tout l'appareillage extérieur nécessaire. On voit quand même que, par exemple, aujourd'hui, certaines personnes sont prêtes à mettre plus de 1000 euros dans un robot ménager, ce qui, il y a même 10 ans, était quand même quelque chose qui était beaucoup moins évident et beaucoup moins présenté dans la presse féminine dédiée à la cuisine, par exemple, qui présente ça, acheter un bordel, ça apparaît comme voilà, le niveau de base, alors que c'est un appareil extrêmement cher. Donc, il peut s'acheter aussi sur le mode Tupperware, il s'achète essentiellement sur ce mode-là d'ailleurs, plutôt que aussi, c'est surtout sur ce mode de vente de personne à personne, de personnes qui sont relais. Et donc du coup, on voit par exemple quand est sortie l'idée que c'était décomplexé de toutes les petites bouchées, etc. Là, on a vu apparaître pléthore de mini-plats qui encombrent, je pense, les placards de tout le monde maintenant, parce que c'est en train de passer de mode, les petites verrines, etc. Donc on se rend bien compte que finalement, c'est un relais énorme, et les marques sont pas très vite, et elles font des propositions aussi bien en termes d'ingrédients que de vaisselle, de décoration de la table, etc. Et finalement, c'est peut-être décomplexé en apparence, mais c'est en tout cas pas sur ce point économique que des économistes sont là, par exemple. Franck, bon, je ne sais pas si ma question est simple, mais je répète, hein, pour toi, bien sur la même ligne, parce que cette cuisine décomplexée portée plutôt par le principe de plaisir, donc l'esthétique, ou plutôt par le principe de réalité éthique. Éthique, je ne sais pas, c'est un grand mot, je ne sais pas. Non, mais l'économique est effectivement hyper important. Mais une fois de plus, je ne sais pas si on parle de la cuisine décomplexée ou du discours sur la cuisine décomplexée. C'est-à-dire que les marques. Par rapport à ça. Non, il faut préciser, c'est-à-dire que Franck, dans ce cas-là, ça veut dire qu'une marque qui capte la dimension économique et sociologique de ce type, je ne vais pas aller sur une valorisation ludique de mon discours, parce que je fais fausse route. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on dit décomplexé, ça y est, on est sur le mode à la dominante ludique, hédonique. Donc les choses fonctionnent, donc on a une distance un peu amusée, détachée, bonne distance comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais donc ça va orienter le discours, parce que si je suis une marque, je dis attention, on parle de ce rapport décomplexé, mais qui peut être tenu par un principe de réalité économique. Voilà, oui, c'est ça le lien. La marque, par exemple, elle va regarder les tendances. Et les tendances aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que font les chefs à la télévision, c'est d'assembler des produits. Aujourd'hui, les marques, concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont totalement modifié, elles sont en train de modifier leur offre. Plutôt que de faire des plats où vous avez toute la choucroute avec tout ce qu'il faut avec, la saucisse, le machin, va vous vendre d'abord le chou, d'abord ensuite la saucisse, et ensuite le ménager ou la ménagère va acheter ça dans la grande surface, va rentrer chez elle et va dire ah, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, typiquement c'est ça. Aujourd'hui, quand on regarde les Top Chef, Masterchef et compagnie, vous voyez les chefs qui vont cuisiner, découpent, assemblent et servent. Et bien, chez eux, on fait pareil. Donc je ne sais pas si c'est ça le discours que vous décomplexé, mais en tout cas, c'est intéressant quand les marques se positionnent. Regarde les tendances, et la tendance est là. C'est qu'aujourd'hui, le plat tout fait, doucement baisse dans les chiffres d'affaires, et en revanche, les produits séparés augmentent sans arrêt, et l'offre est en train d'évoluer, c'est hyper intéressant ça. Alors, il ne faut pas que vous regardiez les tendances, parce que très souvent, elles sont en amont dans la mise en œuvre de ces émissions-là. On va l'oublier. Donc, ce n'est pas juste qu'elles récupèrent l'air du temps à la télé, c'est que souvent, elles travaillent en amont et à la fin, elles proposent, par exemple, chez Auchan, il y a les courriers étiquetés Top Chef ou un truc comme ça, justement, la salade, les tomates, etc., pour ensuite pouvoir refaire. Donc il y a un peu les marques qui travaillent en amont, l'espèce de mode d'emploi qui est donné, les produits qui sont vendus, et ensuite
différence entre cette tendance, enfin, si on peut appeler ça tendance, qui est un petit peu il y a un mouvement lourd quand même qui fait qu'aujourd'hui, McDo va très mal. C'est-à-dire que les ventes chutent parce que la crise est là, Quick va aussi, toutes les fast-foods se pètent la gueule, et en même temps, toutes les marques de bouche, Intercam, Nicolas Extra, font un chiffre qui se consolide parce que les gens préfèrent faire chez eux de la bonne bouffe avec des bons produits, mettre le prix. C'est-à-dire que cette essentialité du collectif, de la convivialité, est totalement réalisée. Alors c'est peut-être là que se niche des compétitions qui a pu être encouragée par des gens comme Top Chef, Masterchef, qui ont des très bonnes nouvelles d'ailleurs avec leur côté caricatural, etc. Et c'est une très bonne nouvelle par rapport à la gastronomie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un phénomène très pointu dont on parlait tout à l'heure, c'est le mouvement du fooding qui est annoncé avant que ça arrive. Il y a reçu le chef Minaki, par exemple, qui est un chef très très pointu, qui est officier de Châteaubriand, sans être étoilé. C'est la cuisine des copains. C'est assez intéressant parce qu'on vient chercher quelque chose de vrai, d'authentique. Encore une fois, ce qui se passe autour d'une table, sans nappe, sans apparat, est plus important que l'apparat, justement. Et les autres côtés, c'est un peu les c'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, oui, est-ce que les gens finalement ils en ont rien à foutre de la cuisine? Non, au contraire, ils y attachent beaucoup plus d'importance, et c'est pour ça qu'ils vont plus chez McDo. C'est-à-dire que le tout prêt, le ready-made, etc., est en train de désarçonner les marques, je vais passer pour le savoir, il est en train de désarçonner les marques, il dit comment les prendre maintenant, parce que les gens préfèrent faire leur truc eux-mêmes, finalement, quitte à bouffer mal peut-être dans la fête, mais ils se reconcentrent là-dessus parce que c'est du collectif, c'est du lien social. Ça va mal, donc on réunit les copains, on réunit la famille, on se fait plus plaisir, mais c'est pas un plaisir superficiel, hédoniste et esthétique, on est dans l'essentiel, on est dans le vrai, c'est-à-dire que le repas du dimanche retrouve toute son importance, parce qu'on a besoin de cette chaleur, on a besoin de cette amicalité, on a besoin de tous ceux qui nous échappent, parce qu'aujourd'hui, les discours collectifs se délitent un peu. Moins de caricaturer, moins de famille, moins de religion, moins de syndicats, etc. Donc il faut bien retrouver l'assemblée quelque part. Donc voilà. Et ça, c'est le rôle de la cuisine aussi. C'est pour ça, quand on parlait des États-Unis tout à l'heure, quand on travaillait avec les New-Yorkais, la première chose qu'il y avait, il est stupéfait par le fait qu'un type au bureau, il ne va pas manger tout seul, il va toujours chercher un copain pour venir bouffer. Et les mecs, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais nous, d'abord, on descend, on va manger en ronde. Là, il y a ce truc, on ne peut pas manger tout seul en France. C'est quand même très, très intéressant. Et là, se dit justement, peut-être cette concordance en train de vivre, là, peut-être qu'il y aurait un petit laps de 10 ans, entre la fin des grands restaurants et l'éruption des petits restaurants, qui ne sont pas forcément pas chers, attention, hein, et puis ce retour on le fait à la maison, le boom, par exemple, des machines à faire le pain soi-même. Incroyable! Incroyable. Ça, c'est un vrai phénomène. Et c'est pas que les bobos, les gens qui les hédonistes, etc. Les gens font leur pas eux-mêmes parce que ça a du sens. Ça a du sens. Par exemple, moi j'ai toujours un truc, c'est la théorie de la yaourtière par rapport à l'économie. C'est-à-dire, dans les années 70, c'était vraiment l'idée de la première famille qui faisait des économies, donc qui faisait les yaourts maison, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée qu'on va faire son yaourt pour du bien, parce qu'on dit qu'on gère les produits, on sait ce qu'on a mis dedans. Et on va aussi discuter avec les personnes autour de ça. Donc c'est le même objet qui avait disparu d'ailleurs entre-temps, qui réapparaît en lieu corrigé, mais ce qu'on en fait, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Alors on voit bien qu'il y a un déplacement au fil du temps, il y a la cuisine art, la cuisine artifice avec le fooding, hein, on sent qu'il y avait une vision plus conceptualisée de la cuisine, au détriment quelquefois de l'aliment, ne revenons pas sur ces vieux débats. Et après art et artifice, on serait plus sur un fond artisanal du savoir-faire, non pas mécanique, mais manuel chez soi, même outillé, mais fait avec, en quelque sorte, et on sait que c'est important pour les marques, le dernier geste qui montre là. Mais est-ce que la chose qui n'a pas bougé, c'est le fait que, malgré tout, je m'adresse à Alain de Macaron, Hermé, tu l'as raté de peu, mais bon, t'en inspires, il y a plus d'autres. Malgré tout, on sent que les gens, quand ils faisaient quelque chose chez eux, restaient dans le registre de la performance. C'est-à-dire le plat, malgré tout, je fais que ça, et j'essaie de m'appliquer. Et donc,
avec cet art de la performance, les verrines, les pâtisseries, évidemment avec une grammaire assez réduite de plats, mais se mettait malgré tout sous pression. Est-ce que dans le registre de la cuisine décomplexée, et là ça peut être intéressant aussi pour le discours des marques, on va pas vers quelque chose qui ne cherche même plus, comme le disait Goffman, la performance culturelle, mais qui fait simplement un nouveau mode de relation à la bonne franquette, peut-être pas au frichti, c'est-à-dire ces termes vont être un peu paléolithiques maintenant, frichti, bonne franquette. Est-ce qu'ils ont encore du sens avec cette nouvelle éthos, en quelque sorte, de la cuisine décomplexée? Plus que jamais. Plus que jamais, la bonne franquette, effectivement, c'est ce qui va être transversal à tout ce qu'on est en train de dire là. La bonne franquette est peut-être l'expression qui consacre complètement le thème de la discussion, c'est cette cuisine décomplexée. Mais dans bonne franquette, il y a bonne, qui veut dire quand même qu'il faut réussir son coup. Voilà. Alors Karine, justement par rapport à cette performance, est-ce que le vrai accomplissement de la cuisine décomplexée serait pas de dire, écoutez, il n'y a rien qui relève de la technique dans ce que je vous offre, il n'y a rien qui est prodigieux, c'est tout simple. Peut-être que ma performance, elle est au niveau du choix que je propose de quelque chose de simple et de simplement bon. Voilà. La performance, elle n'est pas forcément dans la réalisation d'une recette de type professionnel, etc. Elle peut être tout simplement... Alors après, la bonne franquette repose aussi sur une sorte de performance, c'est de la réussir, la bonne franquette. Et notamment, ça va être de vanter le lieu ou le type de processus de choix qui a présidé à l'acquisition de tel produit plutôt que tel autre. Et en fait, on va déplacer et très souvent, on voit que la personne qui dit je vous accueille à la bonne franquette, ce qu'elle attend, c'est qu'on la félicite pour la réussite de la chose en question et que justement la bonne franquette en question est finalement pas si simple que ça et plutôt élaborée, ne serait-ce que en termes de qualité des produits, qualité des goûts, etc. Donc l'idée qu'il n'y ait pas un mode de préparation extrêmement complexe et long ne veut pas dire qu'au final on ne cherche pas une sorte de performance. En prenant un exemple concret, Franck, pardon. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on est dans l'éloge de la simplicité, on est dans l'éloge du facile. On veut faire facile, les chefs nous font croire que la cuisine est facile, parce qu'aujourd'hui on est dans des assiettes extrêmement lisibles où a priori on est censé voir tous les aliments. Voilà, traçabilité, transparence, donc on a la sensation que c'est facile. Je vois tout ce qu'il y a dans l'assiette, la technique est censée s'effacer au profit du produit. Donc le discours qui est souvent par ça, c'est le discours de la simplicité. La télévision vous répète à l'envi que finalement être chef, après 10 éditions dans Masterchef ou dans Top Chef, vous pouvez devenir un bon chef. Donc on vous fait croire que être chef c'est facile. Dans les faits, ce n'est pas si simple que ça. Les livres de recettes qui s'arrachent, notamment les recettes les plus simples, quand on voit les gros succès, c'est les recettes Caramba, ou ces conneries-là en fait. Donc on voit un peu le niveau quand même de certains livres. On vous fait croire aussi que c'est facile. Le but de ces livres-là étant de faciliter les recettes, alors que les beaux livres, c'est surtout pour la doser sur la table basse. En tout cas, on fait tout pour vous faire croire que c'est facile. Et finalement, c'est ça le discours aujourd'hui de la cuisine décomplexée, c'est vous faire croire que vous êtes client, vous êtes cuisinier, vous êtes celui qui sait accueillir, vous savez tout faire. Et la réalité, en fait, elle est un petit peu plus complexe. Moi, j'ai une vision un petit peu distincte des médias. Je ne sais pas vraiment si on peut tous les amalgamer. Il me semble, on vient d'évoquer la télévision. Par exemple, la télévision, il apparaît quand même qu'elle met, par rapport à cette notion de cuisine décomplexée, la cuisine sous tension, la cuisine sous pression. Hein. C'est effectivement l'épreuve, c'est la performance, c'est ensuite le jugement, le tribunal, le confessionnal, et on sait que toutes ces émissions fonctionnent sur le principe vital et symbolique de l'élection. Hein, de l'élection. Donc là, on se dit, effectivement, on pourrait penser à un principe d'asymétrisation entre le candidat qui devient chef et le chef réel. Mais il me semble quand même que la distance symbolique, elle reste très forte entre Thierry Marx, par exemple, et le candidat, certes élu après ce désastre, cet holocauste culinaire qui est réalisé sur quelques semaines, mais il me semble que la distance symbolique que ça maintient, est-ce qu'on ne pourrait pas dire malgré tout, je reste avec Franck, que la télévision ne remplit pas son rôle à l'égard d'une cuisine décomplexée, et qu'elle met trop sous pression? Ce qui est sûr, c'est que la télévision, elle traite en grande partie, sans le reste de Masterchef et Top Chef, sur c'est la télé-réalité. Donc il y a un scénario qui est écrit de A jusqu'à Z,
Et si vous voulez, les gens bien informés savent parfaitement qu'elle a gagné au bout d'un an après. Cette année, dans Top Chef, les lettres d'éviction étaient très mal à l'avance. Donc on est dans la télé-réalité. Donc voilà, tout le reste est finalement peu intéressant. Ce qui est en revanche intéressant, et comme vous l'avez dit, vous êtes dans l'éviction, dans la bataille, et aujourd'hui Masterchef est en train, les équipes de Masterchef sont en train de réfléchir, d'abord parce que les chiffres se cassent la gueule, donc l'optimal forcément c'est ce qui dicte le succès de l'émission, donc ils réfléchissent à comment transformer le discours. Et si certains chefs sont partis aussi, c'est qu'ils se retrouvent plus vraiment dans les nouvelles positions actuelles de l'édition, où justement... sont contraints par les formats de l'émission. Il y a une charte, hein, c'est des concepts qu'ils achètent. Tout à fait, justement, ils se posent la question. Je crois d'ailleurs, j'ai envie de dire de vous bêtises, qu'il n'y a pas de Masterchef l'année prochaine, il va y avoir un an de vide. Donc ils réfléchissent justement à comment modifier l'image de la transition. Ils sont aperçus, notamment avec les débats actuels sur les violences en cuisine, ils sont en train de réfléchir là très activement. Cette semaine, il y a encore des rendez-vous au plus haut niveau pour savoir comment ils allaient changer le discours. Donc ils se posent la même question. Après, pour moi, je ne vais pas la télévision, je suis un peu entêté là-dessus. Mais on sait aussi qu'on relance les conflits, les antagonistes. J'ai organisé il y a 1 an ou 2 une table ronde autour de la télé-réalité, c'était il y a 2 ans. Et on savait, j'ai fait venir un candidat qui disait très clairement, c'était scénarisé. On m'a dit, cette séquence-là sera plus violente, sera plus incisif, sera plus nerveux, donne du peps à l'émission, etc. Donc, vous voyez, ça renforçait précisément cette vision complexe et antagoniste et tendue de la cuisine. Il ne faut pas non plus oublier que quel que soit le sujet traité, par exemple là les émissions maintenant sont aussi vers d'autres éléments liés au fameux do it yourself, la couture, et c'est exactement le même scénario, quel que soit l'objet. Donc la cuisine est traitée comme un élément comme les autres. C'est-à-dire que si tu as une mission pour la couture, tu remplaces ceux qui sont en train de faire les choses par un cuisinier et tu as la même mission. Donc voir c'est un format d'émission travaillé par un protagoniste qui est entièrement scénarisé, et puis peu importe le sujet, c'est le sujet du moment. Alors là, on voit que la culture est en train de passer, devenir quelque chose de médiatique, mais disons voilà, il ne faut pas oublier que ces émissions n'existent pas grand-chose de la cuisine, si ce n'est qu'à un moment donné, c'est un centre d'intérêt suffisamment important pour que les chaînes le prennent comme thème. Finalement, c'était la cuisine des mousquetaires, l'émission de la cuisine décomplexée. Bon, après, si le but de la télévision, c'était d'instiller la démocratie dans le rapport des gens à la cuisine, ça serait depuis longtemps. On est en train de parler de courses à l'automne, donc effectivement, il n'y a pas de grande sincérité. Néanmoins, je pense que ça fait du bien, parce qu'il y a un côté de mise à plat comme ça. Puis après, on parle de gastronomie, ça reste intéressant, sûrement pas un modèle du genre. Ce qui est important se passe ailleurs, essentiellement. Sur Internet, parce que c'est là où les gens vont voir, les gens regardent de moins en moins la télévision, même si c'est des chiffres extrêmement massifs. Mais ce qui va se passer, se passe aujourd'hui, effectivement, sur les blogs, sur Internet, etc., sûrement pas à la télévision, et encore moins dans la publicité, je suis bien placé pour en parler. Mais dans le discours, il y a aussi l'événementialisation de la cuisine qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cuisine est devenue un spectacle, elle est devenue un événement. On se retrouve pendant 2 jours ou 3 jours dans les grandes salles pour voir les chefs qui sont en train de découper un chou et de cuire la carotte. On se retrouve dans des bus ou dans des tables cachées dans les immeubles pour faire des soirées avec parfois un chef dont on ne connaît même pas l'identité avant. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on est dans des concepts où il y a la mobilité. Donc, par exemple, à Paris actuellement, il y a un bus qui circule. En Belgique, c'était dans un tramway, des chefs doublement étoilés qui faisaient ça. Donc on est aussi dans le discours actuel, dans une événementialisation. On va se retrouver dans un atelier d'artiste avec Alain Passard et quelqu'un de ses chefs, par exemple, il y a quelques jours. Le discours de l'émission fonctionne sur les coulisses. On lève le voile, on entre dans l'intimité. Ça, c'est une topique qui est absolument récurrente et qui participe, alors c'est rigolo parce qu'il y a une forme de paradoxe, mais plus on va dans les coulisses, plus on va dans l'intimité, plus on va dans le rapport de proximité, plus d'une certaine manière on événementialise aussi ce rapport à la cuisine. Le chef est sorti des cuisines, il laisse de la place, donc les médias y rentrent.
Et donc c'est ce qu'on disait, dans ce cas-là on parle des fois moins de cuisine qu'un storytelling autour de la mythologie du chef, des peurs, des angoisses, de tout ce mode relationnel. Alors changeons de média, passons de la télé à la fiction. Il me semble quand même que l'édition a peut-être évolué à l'égard de cette cuisine décomplexée. Malgré tout, ça reste le territoire du livre monumental d'édition. J'ai l'impression que les chefs ils jouent sur les deux registres, sur les deux tableaux. Pratiquement chaque grand chef nous propose un livre monumental, un magnum opus, alors là, 400 pages, magnifique, 70, 80, 100, 150 €, et puis en même temps, dans sa politique éditoriale, dont il n'a pas la main, c'est-à-dire qu'il oriente, mais qui est souvent délégué évidemment à un professionnel, on a l'impression que sur une autre polarité, il va faire le petit bouquin, le carnet de route, les choses un peu plus faciles. Mais malgré tout, ce qui porte l'image reste le magnum opus, c'est-à-dire l'œuvre monumentale, qui sanctuarise la cuisine, qui muséifie la cuisine, qui lui donne ce contour d'esthétisation et d'artification qu'on disait tout à l'heure. Je pense à Thierry Marx, qu'on a vu aussi il n'y a pas longtemps. Typiquement, vous avez un livre assez monumental, c'est la cuisine. Vous avez Planète Marx qui nous fait pénétrer dans le cosmos, dans le métalangage de la cuisine. Puis tout d'un coup, vous avez évidemment des propositions qui sont beaucoup plus basiques. Voilà. Donc, est-ce que ce serait une forme de décomplexion? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est gentil, on la joue proche, on la joue intime, mais en même temps, on donne le signal, et on donne le signal au départ quasi cosmique, en disant c'est un Dieu qui vous parle, il va parler un peu aux hommes, mais n'oubliez pas que c'est quand même un Dieu qui vous parle. Alors pour l'anecdote, tu soulignais tout à l'heure mon intérêt pour les macarons, les recettes d'Hermé, et donc je n'ai pas eu d'autre solution que d'utiliser le fameux magnifique livre pour faire les recettes. Et donc ça a été pour moi très compliqué parce que du coup je l'ai taché, abîmé, etc. Et c'est pas un livre qui est fait pour ça. Et finalement, c'est vrai que je me suis trouvée moi-même dans l'espèce de tension entre ce livre qui était fait pour être mis sur une table basse et pas mis dans la cuisine. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu du mal à passer le cap du beau livre. Alors, oui, mais ça, c'est des phénomènes que tu décris qui sont des phénomènes, ça me fait penser au lien qu'il y a entre la haute couture et le parfum. C'est-à-dire qu'il faut qu'existe le restaurant étoilé, la pâtisserie dans un lieu en vue, et puis ensuite les magnifiques livres pour que les tout petits livres soient pensés comme plus accessibles, se vendent et soient désirables. Parce que ce qui organise le fait que le petit livre, ou même d'autres petits livres, soient désirables, c'est l'existence de toute cette communication de luxe, là en l'occurrence, parce que pour moi c'est un univers de luxe qui est mis en place. Donc pour ça, ça me fait beaucoup penser au fait qu'il faut qu'il y ait des filles de couture pour que le parfum se vende, ou le rouge à lèvres se vende. On vend des accessoires. Voilà, ou même le rouge à lèvres à 20 €. L'édition, Gabriel, je ne sais pas si... c'est aussi le regard vous portez. Non, mais c'est aussi le lieu de la décomplexion. Hein. C'est effectivement pour après, chacun a envie de se faire un peu d'argent ensemble. Et par exemple, il y a un des livres les plus formidables qui soit sorti ces derniers temps sur ce qui va être un symptôme de la cuisine décomplexée. C'est le gros bouquin chez Flyden qui est sorti du type qui a fait Bouilly. Et qui a fait un bouquin qui s'appelle Cuisine de famille, où il raconte en fait comment ce que les cuisiniers de Bouilly mangent le midi avant de le faire. Et donc toutes les recettes sont mises à plat comme ça sur des doubles pages. Il y a aligné sur un fond blanc tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'un analphabète, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire peut faire le truc, ne serait-ce qu'avec on voit ce qu'on doit faire. C'est assez extraordinaire. Ça rajoute un petit peu. On parlait de Youmian tout à l'heure, cette espèce de livres de recettes comme ça, instinctives, pour justement rendre les choses, pour simplifier un peu notre rapport. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça va être des choses aussi simples que des œufs brouillés ou des choses plus complexes, mais avec une volonté vraiment de simplification et de désacralisation. Effectivement, là, c'est plus le Dieu qui parle, c'est Cuistot. Et bon, après, il peut se permettre ça parce qu'il est le chef des Bouilly. Mais en même temps, le bouquin est quand même totalement lumineux. C'est vraiment une vraie révolution dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a fait les couvertures ambrées, avec la tronche du type, surtout pas la toque qui est établie, et on ne voit même pas la tête du type. C'est vraiment aussi intéressant que
les recettes de la cocotte Seb il y a 40 ans. Quoi. Ils auraient cette capacité à jouer sur tous les registres. Hein. Évidemment, portés par des logiques économiques, on ne peut pas faire que du livre d'art, et en même temps, dans l'air du temps, en manipulant ces différents registres. Alors, on a vu les médias, la télévision qui reste peut-être un peu sur le régime de la pression à l'égard de la cuisine, l'édition qui évolue mais qui reste un peu le domaine du grand art à partir de, on vient de le dire, de ces livres monumentaux, même s'il y a des déclinaisons. Et la vraie révolution peut-être à l'égard de la cuisine décomplexée, il faudrait la trouver du côté, évidemment, de la France des blogs. C'est là la vraie révolution, c'est-à-dire que les gens se réapproprient la cuisine. C'est plus le discours de l'expert. Alors peut-être, si on veut faire un décrescendo, il y aura le discours des professionnels, des grands chefs, qui ne bloguaient pas nécessairement, hein, bon, qui avaient des sites internet, mais pas au départ nécessairement des blogs. Ensuite, il y a le discours de l'expert, qui n'est plus nécessairement professionnel, donc le critique, hein, qui fait de son blog, et qui donne un discours à la fois connivant et distancié avec les chefs, on connaît bien ça. Ensuite, l'amateur, alors attention, je fais la cuisine, c'est souvent des femmes, hein, j'ai écrit des articles aussi sur ces questions-là, j'ai étudié des milliers de blogs, avec toujours des petites connotations sympas dans le titre, hein, on donne le prénom, et donc malgré tout on reste sur le registre de l'amateur. Puis aujourd'hui, arriverait encore une nouvelle génération, alors là je ne sais pas cuisiner, je fais un peu n'importe quoi, mais je vous le montre. Hein. Et alors là, on aurait touché ou le fond ou le summum de la décomplexion, je ne sais pas. Alors Franck, le blog, quand même la vraie révolution, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. En même temps, moi, je trouve ça chiant à mourir les blogs, mais non, mais voilà, les blogs se ressemblent près tous. J'ai schématisé un petit peu et caricaturé le truc, mais les blogs de recettes, je m'en fous, mais alors on a la première chemise. Il y en a, alors, je sais pas combien, en fonction de 5 000, 6 000, chacun a son chiffre et personne n'a de preuve, donc il y en a quelques milliers d'actifs, encore un peu moins. Ils se ressemblent un petit peu tous, hein. Je me regarde le mandril, je te fais une tarte aux pommes et tu me likes ça sur les réseaux sociaux, donc c'est mignon, mais franchement on s'en lasse assez vite. Ils parlent d'ailleurs souvent de deux, hein, ça dérive. Hein. Oui, on commence avec le concombre ou le cornichon, puis ça finit. Je m'arrête parce que je dois peindre, bon, je dois retricoter ci ou ça. Non, mais de toute manière, effectivement, vous avez dit c'est très féminin, et puis en gros, si vous regardez les études, c'est que c'est effectivement très féminin, c'est-à-dire que lorsque vous retrouvez un travail, ou lorsque la femme a un enfant et malheureusement s'en occupe, il n'y a pas de sexisme, mais c'est la sexualité des études, et les blogs s'arrêtent. Et après 5 ans, 10 ans après. Donc franchement, le discours des blogs, il est quand même pas très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, oui, c'est voir que certains journalistes tournent vers la blogosphère parce que la presse papier prend au final peu d'articles par rapport à la production. Et je pense à des personnes comme François-Régis Gaudry, comme François Simon ou d'autres critiques, Publiophile aussi, Publiophile renouvelé, ressortent ou publient des papiers qui n'étaient pas dans la presse papier. Mais ces journalistes-là ne révolutionnent rien du tout. Ça veut dire quoi, par exemple, qu'ils ont un ton? Mais le discours n'a pas été réinventé. Non, justement. Le blog, il n'y a pas un ton plus transgressif, disruptif. Si vous en sortez 3, ça sera le bout du monde. Non, il me semblait quand même que c'était le ton un peu amical, friendly, cool. Je sais pas, faudra me demander tout à l'heure. J'espère qu'on a des blogueurs et des blogueuses dans la salle. On va se faire mal. Ils ont des vendeurs de beefsteak. Ouais, je vois bien faire l'idée, ça me fait plaisir, mais entre nous, non, c'est un peu plus sérieusement. Il n'y a pas de réinvention du discours par Internet. Ah, bon, je suis un peu optimiste sur ce fond-là. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Je voyais du mouvement, on est vraiment sur l'isotopie de la décomplexion. Il me semblait que ça se passait moins dans les livres. La télé reste quand même compassée. Soit c'est des émissions terribles et tragiques de télé-réalité, soit les gens mangent autour de la table et ils gardent malgré tout, même en créant une scène un peu conviviale, un ton compassé, c'est toujours la cuisine excellente, bravo, etc. Mais on reste malgré tout, à l'attention, dans le registre mondain. Il me semblait qu'avec le blog, on quittait ce registre mondain. On entrait dans le registre friendly, cool. Non, mais ça, oui, ça bouge doucement, mais cool, oui, mais cool pour quel discours? C'est ça la question, c'est cool pour quel discours? On s'exprime plus facilement, et après, ce qu'on peut dire, c'est là où on est sur la sociologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le lecteur, comment le lecteur perçoit le blog, et souvent, il le voit exactement comme si c'était un marché professionnel. Aujourd'hui, il y a une sorte de linéarité de la compétence.
Vous pouvez être un journaliste professionnel qui enquête pendant 3 mois sur un sujet, vous faites l'article, vous le publiez, un quart d'heure après vous allez avoir un commentaire, et le commentaire pour le lecteur, c'est-à-dire celui qui va ensuite lire l'article puis les commentaires, apportera quasiment autant de véracité au commentaire qu'à l'article. Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une confusion, et ça je crois que c'est peut-être le principal dans tout ce qu'on est en train de dire là, il y a une confusion entre l'amateur et le professionnel. L'amateur se considère comme professionnel et le professionnel tend vers l'amateur parce qu'il fait des recettes d'hamburgers, etc., etc. Et dans le discours, dans l'écrit, dans la parole, finalement les deux se rapprochent. Et pour nous professionnels, c'est un peu emmerdant parce qu'on a envie de leur dire, Gogo, ça fait quelques années qu'on est dans le truc, a priori, mais ça fait votre place qui va alors notamment pour un vieux con. Je pense même que l'amateur aujourd'hui cherche à montrer que par rapport au professionnel, il est plus expert. Et parce qu'il peut être sur une niche, parce qu'il peut être. L'autre jour, je vais vous raconter une anecdote, j'étais l'autre jour à un repas avec quelques chefs, et à côté de moi, il y avait un conseiller juridique. Le mec, on savait plus que moi sur les ouvertures des restaurants à venir sur Paris. Et bien, j'ai rien dit, j'ai dit bravo, viens écrire avec moi, et voilà. Je reste sur le blog, Karine, parce que les sémioticiens, ils ont parlé de la forme de vie. Et ils disent, finalement, le blog, à travers la trame narrative du blog, on parle peut-être éventuellement du plat, de la cuisine, mais presque comme un prétexte, puisqu'il est surtout de mettre en scène, de narratiser son propre récit, de se mettre en scène. Donc, et il y aura on parlait tout à l'heure des esthétisation des plats, on serait véritablement sur l'éthique de la vie. On parle de forme de vie. Donc je vous parle éventuellement du petit plat que j'ai fait, et vous voyez, je vous parle de moi, de ma vie, de mes enfants, de mon quotidien, de mes saveurs, mais plutôt de mes humeurs. Alors, tout dépend du type de blog dont on parle, parce que à l'heure actuelle, la notion globale de blog, elle reprend autant les blogs qui sont écrits par des professionnels ou des amateurs en limite de professionnalisation, et là, on va dire que c'est une forme presque éditoriale, en tout cas qui tend à prendre un sérieux et une présentation de l'ordre de ce qu'on va trouver pour les grands organes d'information, par exemple. Et puis il y a le blog qui est effectivement là plus proche, on va dire, du journal intime qui passe par la cuisine. Après, chacun va prendre son prétexte pour raconter sa vie au travers d'une thématique qui sera, moi je fais de la cuisine, moi je fais des tricots. Alors, si tu regardes ce tricot, c'est pareil que pour les émissions de télé. En fait, là, on voit que des personnes vont prendre comme prétexte la cuisine pour raconter leur vie quotidienne, parce que c'est pas facile non plus d'y aller direct, non, je te raconte la vie quotidienne sur le web, donc finalement, passer par un prétexte qui est je fais du point de croix, je fais du tricot, je cuisine, etc., apparaît comme une sorte de façon de présenter les choses. Bon, mais ces formes de blog-là, effectivement, ont des formes concrètes qui incitent à se raconter avec des choses, parce que ça donne des choses dans la chronologie, surtout quand les personnes les font elles-mêmes, elles ne vont pas chercher des formes de blog plus complexes à mettre en œuvre que d'autres blogueurs plus férus vont mettre en place et qui là, du coup, font des thématiques, des choses plus complexes, elles vont rester dans la forme classique où voilà, c'est le dernier poste qui compte et puis on est dans un déroulé chronologique un peu lancinant qui fait qu'il y a X repas par jour, X par semaine et où finalement la cuisine apparaît plus comme une espèce de fil rouge du quotidien qu'autre chose. C'est ce qu'elle est aussi. On va donner la parole à la salle, on arrive déjà, le temps passe très vite, peut-être Gabriel, sur les blogs, parce que... Moi, je suis moins radical que vous, hein. C'est comme tout, de toute façon, je veux dire, sur 1 million de blogs, il y en a forcément 10 qui sont bien, voilà, c'est un peu comme les journaux, on parle des blogs, Internet, c'est vrai que les blogs, on a quand même une éruption de sites comme Marmiton, qui n'était pas à l'éruption, on en pense bien ou pas, voilà, mais ce sont quand même des choses qui ont fait que les gens ont pris le pouvoir. Alors, il faut aussi parler d'image, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi beaucoup de révolutions par image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont postées, qui sont extrêmement intéressantes. Les 9/10 sont totalement désastreux, mais comme dans la littérature, on ne va pas juger l'ensemble de la littérature, elles sont plus médiocres. 1 ou 2 bouquins par année suffisent. Il y a des choses magnifiques qui surgissent, et de la même façon, il y a des restaurants maintenant où il est interdit de photographier son plat, parce que les gens ont marre que les gens sortent leur iPhone pour photographier leur assiette, ça devient totalement ridicule. Et voilà, mais ce qui est intéressant, c'est le mélange de tout ça, quoi. De toute façon, non, il y a toujours beaucoup de moyens
médiocre et un peu d'excellence. Heureusement, c'est comme ça que vous êtes. Et on reste vraiment quand même que ce mouvement démocratie directe, on va dire, est quand même le premier vecteur du rapport décomplexé à la bouffe que vous soulignez. Ça a été les publications dans un premier temps, mais Dieu merci, on est quand même débarrassé de l'autorité du label des critiques du Figaro et de Elio pour se faire un avis. Ça, c'est quand même une vraie grande nouvelle. Parce qu'il y a quand même changé les choses sur Internet, notamment pour le quotidien et les amateurs qui veulent faire de la cuisine, c'est le tutoriel. Voilà. Parce que là, on peut vraiment se rendre compte de gestes. Parce qu'en fait, lire une recette de cuisine, quand on regarde bien, c'est extrêmement complexe. C'est très souvent quelque chose qu'on vous a montré après quand on demande de savoir-faire. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'était écrit. Sauf que vous n'aviez pas compris ce qui était écrit dans la recette. Parce que finalement, les recettes, même dans des livres qui sont destinés au grand public, restent quand même dans un vocabulaire technique qui part du principe qu'on sait le geste auquel correspond tel verbe. Alors, forme concrète du tutoriel à laquelle tu penses? Je pense des tutoriels qui vous expliquent, moi, toujours le macaron, mais ce que c'est que le macaronnage. Parce que on me disait qu'il fallait le macaron. Tout le public comprend. C'est la base, en fait, on mélange la meringue italienne faite avec du sucre cuit, on la mélange à l'autre partie dans laquelle il y a l'amande et des blancs d'œufs et du sucre aussi. Et donc là, il faut vraiment battre les choses assez sauvagement. Et donc moi, je mélangeais ça avant, comme pour une... Il n'avait pas compris ce que c'était, donc comme pour... Donc comment se présente ton tutoriel pour t'expliquer ça? Justement, il montre le geste, on voit que la personne, au lieu de faire comme avec une mousse au chocolat où on intègre les blancs de neige sur les cassés, on bat vraiment la préparation, ce qui fait qu'on est toujours évidemment juste à la limite de casser les blancs. Et du coup, ça, si on ne voit pas faire, on fait comme quand on fait de la mousse au chocolat, et forcément, ça ne donne pas le même résultat ni visuellement, ni gustativement. Et c'est pas un geste qu'on peut inventer, soit on vous a appris à le faire quelque part, soit quelqu'un vous a transmis le geste. Et comme pour beaucoup de choses, les transmissions aujourd'hui, notamment visuelles, se font via les tutoriels vidéo. Alors je me tourne maintenant vers la salle, je vois qu'il y a déjà des questions qui courent. Alors je me tourne maintenant vers la salle, je crois qu'il y a déjà des questions qui couvent. Je vais me permettre d'être décomplexé et plutôt que de donner la parole, je me permets de la prendre. Je me permets d'être choqué par rapport au discours de Franck sur c'est bien le but de ta présence, Franck, sur l'uniformisation de la critique qu'on peut porter sur les blogs. Non seulement les blogs, pour moi, je pense que c'est un outil valorisant parce qu'enfin, on a un support de comptabilité, d'observation, autant du point de vue sociologique que pour un journaliste, alors que jusqu'à maintenant, on avait une vision totalement extérieure quand on formulait l'aspect bonne ou mauvaise d'un type de restauration. Au moins là, on peut utiliser une frange de la population qui est très large. Et puis, du fait de la thématique de cette table, je trouve que les blogs ont un bienfait. Jusqu'à maintenant, on avait des journalistes, des auteurs qui nous sortaient des ouvrages plus ou moins intéressants, et je parle en conséquence, qui donc nous offraient des terminologies et un regard de la gastronomie ou du goût qui s'appuyait sur 3 éléments. Une codification totale entre le produit, la technique et théoriquement la saveur. Aujourd'hui, on a, grâce au blog, des personnes qui nous amènent un discours très différent. C'est un discours sensible, personnel, sincère. On voit des jeunes qui écrivent qu'un plat peut faire kiffer, qu'un plat peut être bandant, excusez-moi pour les guillemets, mais on trouve des blogs où les personnes parlent avec leur vocabulaire générationnel et ne sont plus du tout dans la codification du discours escoffier comme on a pu l'avoir pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, pour moi, il y a un bienfait sur la présence des blogs. Je me tais. Mais peut-être que Franck veut réagir direct déjà. Non, pas spécialement. Non, mais oui, il y a une autre écriture. Il y a une écriture qui est plus naturelle, qui est plus évidente, qu'on retrouve absolument dans tous les domaines. Après, il n'y a pas eu de révolution. Enfin, pour moi, c'est pas une révolution, c'est une gentille évolution. Mais il n'y a pas de révolution dans le discours. On n'a pas inventé de nouveaux discours à proprement parler sur le restaurant et sur la gastronomie. Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver ça ailleurs. Et je trouve que voilà, je pense qu'il y a encore tout à faire aujourd'hui
sur la blogosphère pour créer notamment... mais là, ça commence sur les niches. On va voir émerger, où ça existe déjà, des blogs sur le sans gluten, des blogs sur des choses extrêmement pointues. Et là, effectivement, ça peut devenir intéressant. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un peu plan-plan. Oui, ce qu'évoquait peut-être Franck, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait chez soi des choses en toute simplicité, sans rien demander à personne. Mais là, la différence fondamentale, c'est qu'on offre avec le blog un système de visibilité. Et dès qu'on entre dans un système d'exposition sociale, médiatique et de visibilité, on peut faire comme hypothèse ou prendre comme hypothèse que le discours présente un minimum d'intérêt pour susciter un minimum d'attention. Et peut-être qu'on a déplacé dans le mouvement de pendule complètement à l'inverse le discours, et qu'après un régime d'intimidation, où il a fallu, en quelque sorte, sacraliser tout un discours de l'estime du remarquable. Aujourd'hui, on est arrivé peut-être, avec tous ces systèmes de décomplexion culinaire, dans un jeu permanent, égocentré, détaché, en surplomb, confiant, heureux de lui-même, d'une valorisation permanente, anarchique, de la singularité du quelconque. Parce que quand vous regardez bien, je suis d'accord avec toi, quand j'étudiais mes blogs, je me disais, mais moi je m'en fous qu'elle ait changé de salopette, ou qu'elle baille l'œil, ou que celui-ci fasse ceci ou cela. Au fond, je viens sur un blog culinaire, le contrat, c'est peut-être un rapport nouveau, innovant à la cuisine. Et tout d'un coup, je me trouve en face de quelqu'un qui narrativise sa vie privée, mais finalement sans intérêt, sans construction. C'est-à-dire le danger, on ne demande pas à quelqu'un d'être romancier, mais là, quand vous regardez le discours, c'est des éructations, c'est des borborigmes, c'est des petits mots sans intérêt. Donc dans ce cas-là, on leur dit, mais pourquoi vous vous mettez en visibilité? C'est quoi cette forme égocentrée du discours? Et là, j'aurais une perspective plus critique. Vous voyez, bon... Et juste l'aspect aussi donc, qualitatif, on le connaît, mais l'aspect quanti, la plupart des blogs font à peine 100 ou 150 visites par jour. Donc au final, c'est quand même pas grand-chose. Mercode, dont on a parlé tout à l'heure, et ses macarons, c'est plusieurs millions de pages vues par mois. Et là, on touche dans une autre dimension. Voilà, pour expliquer comment faire un macaron au chocolat, c'est des millions de pages vues. En revanche, dès que vous atteignez sur les sujets un petit peu plus pointus, là, vous tombez à des chiffres absolument ridicules. Et ça mérite aussi réflexion, comment on existe. Voilà, on peut mettre un blog en ligne, mais comment on est visible et comment on existe, ça c'est encore un autre débat. Madame. Oui, je voulais juste intervenir pour dire que ce discours, enfin cet énervement sur les blogs, je trouve pas ça très... que ça apporte grand-chose. En fait, pour moi, c'est plus la visibilité d'un côté café du commerce. Donc après... personne ne nous impose de regarder des blogs qu'on trouve sans intérêt. Moi, je regarde aussi pas mal. Je ne perds pas mon temps à regarder des trucs dont je me fous, effectivement, sur la broderie ou sur la vie privée de Madame Duchemol. Mais après, c'est juste... Elle l'expose, voilà. Donc ça part d'une prétention, si vous voulez. C'est juste la possibilité pour les gens, au lieu de faire le club tricot de Perpète les Alouettes, de se faire un club tricot avec Madame Michu qui habite à 500 bornes, etc. Mais après, pour moi, ça implique pas qu'on soit pollué constamment par tous ces trucs-là, puisque finalement, chaque personne va faire sa sélection de blogs ou chercher sur les blogs de critiques gastronomiques ou de critiques de resto ceux qui nous intéressent le plus. C'est des choses que je regarde pas mal. Et c'est vrai que finalement, il y en a un ou deux ou trois peut-être que je lis, auxquels je fais confiance et qui m'intéressent. Les autres qui racontent leur vie, ou les blogs de maman ou de filles qui font des cupcakes, moi, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui vient polluer. Ce n'est pas non plus, à mon avis, quelque chose contre lequel on doit se oui, on convient. Merci de corriger le tir. C'est les effets de tropisme, quelquefois des tables rondes. On a pris une pente. Hein. Si on a donné le sentiment qu'on avait un point de vue univoque sur la question, sans doute faut-il faire la part des choses dans les blogs. Non, je voulais quand même pointer, mais peut-être parce que j'étais agacé à force de faire cette recherche. Et je pense que tout le monde n'est pas dans la dimension d'aller voir ce qui se dit, ce qui se fait. Et puis peut-être qu'on y vient, on y repart très vite. On a un rapport peut-être plus flottant avec le blog.
Et c'est ce que tu disais aussi, il y a beaucoup de circulation et peu de temps d'arrêt sur ces blogs. Mais peut-être faudrait-il nuancer le discours aussi, c'est vrai. Alors moi, je voulais reparler de la critique par rapport aux blogs, parce qu'il y a non seulement des blogs de cuisine, mais il y a aussi des blogs où les gens critiquent les restaurants dans lesquels ils sont allés. À défaut, avant, on avait même des gens qui carrément envoyaient des lettres, et ça existe encore, aux restaurateurs en question pour dire ce qui n'allait pas dans leur plat. Et je pense qu'il y a aussi cette partie-là du discours décomplexé. Et je me suis beaucoup interrogée parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la critique culinaire. Et moi-même, je me suis demandé quelle légitimité j'ai à juger du plat d'autrui. À partir de quel moment, moi, j'ai le droit de dire c'est bon, ce n'est pas bon. Et encore une fois, considérant la cuisine comme étant un art, c'est quelque chose de complètement subjectif. Et justement, est-ce qu'aussi ce discours décomplexé n'apparaît pas avec Internet, parce que les gens sont cachés derrière leur ordinateur et peuvent se lâcher complètement sur certains restaurants, ce qu'ils ne feraient peut-être pas en temps normal. Voilà. Ouais. Non, mais je pense qu'on est dans une maturité de l'émetteur. Aujourd'hui, effectivement, avec TripAdvisor et les blogs et la possibilité du Web 2.0 de pouvoir laisser des commentaires, fait que toute personne peut s'exprimer et laisser un commentaire sur absolument tous les médias. En revanche, on n'est peut-être pas encore à la maturité du récepteur, c'est-à-dire celui qui lit le message. On prend pour monnaie, on prend pour argent comptant ce qu'on est en train de lire, et effectivement, vous allez dans un restaurant, vous regardez la critique, si elle est mauvaise, même si vous avez l'intelligence de dire bon, qui c'est qui a écrit ça, quelque part vous entendez et vous vous dites bah non, finalement je vais aller chercher là où il n'y a que 10 bons commentaires et 5 étoiles et je ne sais combien de points. Mais je crois qu'une fois de plus, c'est une responsabilité individuelle. Il faut que celui qui lit votre commentaire relativise en disant bah voilà, c'est Marie qui est jeune, 23 ans et qui a une expérience encore finalement toute jeune. Donc peut-être que finalement il faut qu'on laisse peut-être plus d'informations sur celui qui laisse le commentaire pour qu'on puisse avoir un peu de recul et un minimum d'objectivité par rapport à celui qui écrit. C'est tout le problème du récepteur. Je suis un journaliste assez engagé et dans mes paroles et dans mes écrits, souvent les gens réagissent un peu vertement. Moi je leur explique que j'ouvre des débats de façon parfois frontale, mais c'est celui aussi qui lit qui doit prendre le recul par rapport à mes idées. Et quand on émet une opinion, celui qui est en face doit juste réfléchir. Il a le droit de me dire qu'il n'est absolument pas d'accord et que je suis le dernier des imbéciles, mais au moins si ça l'a fait un tout petit peu réfléchir, c'est pas mal. Par rapport à une critique, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui adorent tel ou tel chef, d'autres qui ne l'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, ça veut dire que chacun a son avis et point barre. Après, à chacun justement, et je reviens à la notion de tribu, quand vous allez dans un restaurant fooding, vous savez à peu près ce que vous allez trouver comme identité de restaurant. Le Michelin de moins en moins. Mais c'est ça, on se rattache à des tribus et le blog peut permettre ça, c'est-à-dire qu'a priori il y a un moment donné où on sait si on aime ou pas les positions de telle personne et dans ce cas-là je vais le suivre ou ne pas le suivre. Je suis abonné à Télérama, je sais généralement quand je vois une critique de livre ou de film, en fonction de celui qui l'a écrit, je sais si je vais m'y retrouver ou pas du tout. Donc voilà, c'est juste une maturité par rapport à celui qui écrit et par rapport à celui qui lit. Si vous le permettez aussi, il y a une notion intéressante en communication qui concerne la circulation du discours. Vous dites par exemple, pourquoi je me sens autorisé de parler, quelle est ma légitimité finalement pour juger ce plat, dire quelque chose par rapport à un chef qui a fait peut-être de son mieux. Ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui dans notre rapport à la communication, dans notre rapport à la circulation des informations, des idées, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette polyphonie que tout le monde agrège. C'est-à-dire que vous avez, quand vous vous exprimez, vous avez intégré ce que peut dire un critique gastronomique là-dessus. Donc vous prenez votre propre distance en disant « je pourrais me la jouer, critique gastronomique, mais je prends une distance ». Vous avez intégré ce que pourrait en dire la télé, ce que pourrait faire la télé, la presse. Et donc dans toute cette circulation des discours, dans toute cette polyphonie des discours, vous avez une capacité, non seulement
et surtout pas, peut-être pas d'amalgame, mais de condensation, qui fait que vous prenez voix aussi vos chapitres. Vous vous autorisez à prendre voix au chapitre parce que vous êtes devenu familière de tous ces codes de communication. Alors qu'avant, dans la cuisine, non seulement on était complexé par la cuisine, mais pour revenir au discours, puisque Franck nous y appelle constamment, on était aussi intimidé par rapport au discours lui-même. Aujourd'hui, il y a une décomplexion totale. On le sait très bien dans la différence entre la paléotélévision et la néo-télévision. Dans la paléotélévision, le candidat arrivait pétrifié sur scène. Il était interrogé par l'animateur qui le considérait presque dans le rapport professeur-écolier. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui arrivent sur les plateaux télévisés comme s'ils étaient chez eux, dans un rapport de familiarité absolue avec les médias. Alors je dis pas. Donc vous voyez, ça participe de l'initiative, de la capacité d'initiative des individus à se penser libre, spontané, à improviser sur la scène médiatique, parce qu'ils en ont, d'une certaine manière, assimilé, incorporé, je ne dis pas maîtrisé, ce serait peut-être un terme fort, évidemment, n'est pas journaliste qui veut, n'est pas blogueur qui veut, n'est pas expert qui veut. Mais ils ont en quelque manière intégré une part de ces discours mis en circulation et se disent, eh bien moi j'ai voix au chapitre, et peut-être d'un point de vue méta-linguistique, pour utiliser un grand mot dans la linguistique, c'est-à-dire un peu au-dessus des autres, est-ce que je ne serais pas un peu plus intelligent? C'est-à-dire ni avec la prétention de l'expert, ni engoncé dans le discours du professionnel, ni chevillé à une logique journalistique, ni pris dans le système médiatique de la télévision. Je suis moi. Et dans mon bel ego, vous allez voir ce que peut produire mon organe. En gros, ce serait la voie qui est aujourd'hui ouverte avec cette circulation des discours. Une dernière question, alors peut-être ? Oui, je voulais juste dire qu'il y a effectivement l'onanisme du blog, mais il y a aussi des faux blogs de marque qui quand même ramènent ça à un travail marketing sous-jacent. Je ne nommerai personne, mais il y a des fédérations de cuisine qui récupèrent du mail pour revendre derrière d'autres choses. Moi, je trouve qu'au niveau de l'éthique, ce serait vraiment intéressant que et les journalistes et les vrais... j'allais dire professionnels du blog, qui apportent une information de qualité, qui représente un travail. On voit bien que quand même TripAdvisor fait un peu la loi du mouvement. Il suffit qu'on ait quelques mauvaises notes pour baisser son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même aussi, il y a quand même un danger par rapport au fait que n'importe qui peut juger. C'est un peu parfois comme une délation, je dirais, sans dire qui il est. Donc on ne sait pas qui c'est. Et je pense qu'il faudrait que ceux qui laissent des messages critiques, effectivement, ils disent qui ils sont. Ce serait déjà loyal. Et puis, surtout, leur niveau de professionnalisme, ou en tout cas, aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Donc il faut effectivement que le récepteur arrive à faire le tri. Pour le faire, il faut qu'il ait quand même un minimum de connaissances. Et donc, c'est un peu comme l'étiquetage où il faut faire l'Hercule Poirot pour savoir ce qu'on achète avec ces mômes qui crient dans le caddie. C'est pas possible. Donc, à force de zapper, d'être dans ce système nomade de tout, on perd le fil des professionnels. Et moi, je connais des gens aussi qui ont des blogs ou des sites qui se déclarent experts de ceci, experts de cela, et qui le vendent, et qui le vendent d'ailleurs beaucoup mieux que certains professionnels parce qu'ils ont fait des bonnes écoles de commerce. Et là, je crois qu'à un moment donné, il va falloir un peu faire le tri. Moi, je propose peut-être un comité d'éthique dans le blog, dans ces systèmes, pour que quand même il y ait un arbitrage, ou qu'au moins l'internaute puisse aller s'y référer, à lui de choisir. Mais qu'on ait un petit peu des référentiels, parce que là, je pense qu'il y a une perte de la valeur aujourd'hui qui ne vaut rien. Vous le savez que la valeur ne vaut rien, puisque elle n'est pas vendable. Voilà. Et donc, je m'insurge un peu pour ça, parce que quand on a beaucoup bossé sur des sujets, on voit que c'est dévoyé ainsi. Et je pense que vous êtes des professionnels, et je comprends aussi que vous soyez un petit peu lassés. C'est un débat qui est pardonnez-moi, un petit peu révolu, parce qu'effectivement, les blogs de marque ont été assez vite démasqués.
Donc Non, aujourd'hui, ils avancent quand même beaucoup plus masqués qu'avant. Est-ce que vous disiez Oui, sur c'est pire. TripAdvisor, ils ont été obligés de mettre Si, des oui. modérateurs parce qu'effectivement, le type Oui. le pseudo concurrent d'en face qui vient démolir, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout ça extrêmement modéré et que le blog pas sincère est quand même obligé de se dévoiler assez vite, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'on est beaucoup plus reconnaissant à un blog de marque d'avouer franchement que c'est un blog de marque. Après tout, son point de vue en voit un autre, que d'avancer masqué. Ce qui est beaucoup plus, là où il y a plus de suspicion, c'est les blogs qui se sont forgés une légitimité et qui deviennent subrepticement subventionnés par telle et telle marque. Voilà. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que finalement, on a fait confiance à tel blogueur parce qu'il est très bon. Enfin, c'est surtout très vivant aujourd'hui dans la mode. C'est-à-dire à quel moment on vous dit que telle chose est bien parce qu'on trouve qu'objectivement c'est bien, etc. Pas Alors seulement la mode, hein. Moi, j'ai un dans la bouffe, ça étudiant, vient, ça émerge aussi énormément. Après, bon, bah, vous savez, c'est exactement comme dans la presse, hein. Voilà, ça a toujours existé. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement critique. Mais quand elle fait sa couverture avec une robe Dior et qu'à l'intérieur il y a 4 pages Dior, on peut effectivement se poser la question de la corrélation entre les deux. Pourquoi est-ce que les blogs échapperaient à ça? Bon, voilà, donc je pense que c'est là où il faut rester à la fois consommateur et extrêmement critique par rapport à toutes ces prescriptions. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période intermédiaire où l'éducation à ce média-là, c'est-à-dire Internet, n'est pas faite. Enfin, elle commence à être faite, je sais, parce que, par exemple, j'ai pu constater qu'elle était faite dans une classe de 6e, de 5e, où on demandait aux élèves d'aller chercher des sources sur Internet et d'expliquer en quoi ils estimaient qu'elles étaient valables. Donc, on voit qu'on commence à leur apprendre, tout comme on a appris aux enfants, et maintenant, pour nous, c'est acquis avec les médias comme la presse, par exemple, ou la télévision même, où on arrive à faire ce travail de distanciation et du coup de choix. Mais là, on est dans un moment où il y a 2 facteurs. C'est qu'un, le média est quand même relativement récent et il montre une sorte d'activité beaucoup plus forte que ce à quoi on était habitué. Ce qui fait qu'entre ces 2 facteurs, là, on est dans une période où effectivement on est un peu perdu. Il faut reconstruire des moyens de serrer, de dire ça me convient, ça me convient pas. Et c'est un travail qui est parfois assez long à faire parce que même si vous dites, tout à l'heure vous disiez madame je ne lis pas tout, etc., c'est quand même du temps perdu qu'on va passer, on en perdait un petit peu moins avec les médias classiques où du coup on savait que sur Télérama on supportait pas, enfin on va voir une fois un film, on se dit ah j'ai un avis contraire, 2 fois ah j'ai toujours un avis contraire, donc celui-là en gros tout ce qu'il aime j'aime pas, tout ce qu'il aime pas j'aime. Bon, bah, on va arriver à se faire ce même type de référentiel, mais le problème, c'est la démultiplication. Alors, pour revenir aux marques, c'est vrai que aujourd'hui, l'autre souci, mais c'est un phénomène qui est peut-être un petit peu plus voyant avec les blogs, mais qui existe sur tous les médias classiques. C'est-à-dire le fait que le modèle économique des médias, ce sont les marques et la publicité, ça existe partout. Et que le blogueur, si à un moment donné, il prend beaucoup de temps pour faire quelque chose, soit il va s'institutionnaliser via le journalisme, soit il va forcément vendre de l'espace et de la voix aux marques. Et moi, je l'ai vu récemment, puisque j'ai un étudiant qui, voulant travailler sur la question des marques et des blogs, pour les bières, a créé, c'est quelqu'un qui s'y connaissait assez bien, un blog sur la bière. En 6 mois, il est devenu référent et on a commencé à lui faire beaucoup d'offres, enfin certaines marques ont commencé à lui faire beaucoup d'offres pour qu'il soit un blogueur référent, testeur, etc. Donc on voit bien que les marques repèrent très bien ces gens-là aussi. Voilà. Oui, très, très rapidement, parce que je crois que le temps est imparti, mais sur les blogueurs influents, oui, l'avantage d'un blogueur, c'est que d'abord, souvent, il est amateur, donc il est moins exigeant qu'un journaliste, il n'a pas quelques devoirs en la matière, et surtout, il est très réactif, c'est-à-dire que, contrairement à certains journalistes, le blogueur, il est ultra connecté, il est Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, tout ce que vous voulez, et du coup, lorsqu'il est sur un événement, il va immédiatement, via les réseaux sociaux, communiquer. Le vieux journaliste presse-papier n'a pas ce réflexe-là. Donc c'est-à-dire qu'il est immédiatement intéressant et surtout il est immédiatement. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez communiquer, une marque vous pouvez communiquer, généralement elle veut communiquer vite. Et le blogueur, c'est génial. Un journaliste, c'est quoi? Un journaliste, c'est quelqu'un qui va vous dire, en presse-papier en tout cas, très bien, on en parle dans 8 mois. C'est ça, hein. Et d'ailleurs c'est drôle, quand les communiqués de presse par exemple, je commence à recevoir les communiqués de presse sur la bûche de Noël en juillet. C'est totalement con. Mais il faut, pour la presse papier, voilà, chez Saveur, il y a 1 an d'avance pour les grands dossiers.
Donc voilà, donc ça, voilà la réactivité. Après, vous parlez d'éthique et de contrôle sur la blogosphère, bah, c'est quasiment impossible en fait. Non, TripAdvisor est absolument indépendant quant à ses commentaires. Un commentaire laissé sur TripAdvisor, c'est 2 €. TripAdvisor reçoit 2 € par commentaire. Vous croyez qu'elle va commencer à s'amuser à les contrôler et à les enlever? On ne va pas se tirer une balle dans le pied, on n'est pas bête. Hein. Donc TripAdvisor n'est pas certifié AFNOR. Il y a une norme qui est sortie il y a maintenant 1 an et demi, je crois, sur la vérification et la modération précise des commentaires. Bien évidemment, elle avait commencé les négociations, les discussions avec l'AFNOR. Elle s'en est retirée au bout de la première rencontre. Voilà, etc., etc. Et moi, je me rappelle avoir fait un édito sur l'éthique de la blogosphère. Je me suis fait allumer comme il fallait. Ça m'a fait du bien. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis après, on les dénonce. Voilà. Bien, merci à tous les intervenants. J'espère que cette table ronde aura pu non pas apporter une définition unique et terminale à la question de la cuisine décomplexée. Le mot, il était simple, hein, il fallait prendre décomplexé à partir du préfixe, et puis de se dire dans décomplexé, le dé peut être privatif, il peut être aussi le phénomène, le signe d'une déconstruction, d'un détricotage de ce qui était complexe, ou de ce qui pouvait créer le complexe. On entre dans une ère nouvelle. On a voulu donner aussi à cette table ronde, vous l'avez compris, une dimension qui ne soit pas simplement hédonique ou ludique ou festive ou détachée, mais montrer que derrière, il y avait un arrière-plan social, économique, éthique, que vous avez rappelé, madame, qui est tout à fait important. Donc pas de point de vue monoculaire ou univoque sur une question comme celle-là, plutôt un éclairage par plusieurs facettes. Et malgré tout, la capacité, si on prend une ligne de force à travers toutes ces questions, je crois qu'à travers la cuisine décomplexée, on parle de cuisine décomplexée, on voit qu'il est en même temps de moins en moins question de cuisine et de plus en plus du rapport à l'autre, du rapport à soi, peut-être avec quelquefois des travers égocentrés, mais globalement, ce que l'on cherche à obtenir, c'est du plaisir et une relation, la philia, comme on dit. Vous connaissez les formes d'amour entre l'amour éros, l'amour philia, l'amour égapé. Eh bien, peut-être que la cuisine décomplexée, elle sert de l'ordre de la philia, de la capacité à établir le lien avec l'autre sur un mode décomplexé, simple, bon enfant, bonne franquette. Voilà, enfin, de mon côté, c'est un peu ce que j'aurais retenu de nos échanges. Merci de votre attention. Et bonne continuation. On the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none. See me in the party, baby, give me a chance, and everybody know I'm coming to grab your hand and dance, and you gon' party.